Alors, en tout cas, on est monté jusqu'à, j'ai vu 260, 270 participants au cours de l'après-midi ou de la présentation. Donc, c'était, je ne sais pas combien de participants on a habituellement, mais je trouvais que c'est un nombre intéressant pour parler de ce sujet. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup de monde, c'est très bien, oui. Alors, question de monsieur Gildas Potin. Vous Ouais. mentionnez l'effet du temps sur les fondations mixtes, justement quand on prend en compte le contact radier-sol et puis au sol, avec le temps, ne peut-il pas y avoir un tassement du sol engendrant une perte de contact entre le radier et le sol? Cela pourrait engendrer du frottement négatif sur les pieux également. Bah oui, absolument. En fait, alors, ça a été indiqué, je crois, un peu plus tard par Van dans un de ses slides introductifs. Il y a quand même des sujets. Puis Nicolas nous a bien montré dans son sujet de cuve sur sol compressible qu'à la fin, il y avait effectivement un, un décollement montré par les calculs, mais moi j'ai déjà observé sur des chantiers, hein, entre le terrain et le radier. Donc on fait de la géotechnique, hein. Donc on n'oublie pas que dans la géotechnique, il y a des vrais sols. Ces vrais sols, il y a des effets différés. Il y a notamment quelque chose qui s'appelle la pression de préconsolidation, dont je sais, Grégory, que tu es spécialiste. Et avec la pression de préconsolidation, bah, quand on est au-delà, on a des effets différés très importants, notamment du fluage, et que ce fluage, eh ben, il peut produire ces effets d'écollement. Ok, voilà, ça c'est une chose à bien avoir en tête. Rien à ajouter là-dessus. Ok, très bien. Une autre question de Mansour Lasoued. Ouais, Oui, Mansour, sur les côtés, alors je lis les questions en même temps, hein, pour aller plus, et sur les questions, effectivement, moi, j'ai pas connaissance d'instrumentation de longue durée. Alors, on pourrait se poser la question, peut-être, qu'est-ce qu'on voudrait regarder particulièrement sur une instrumentation de longue durée? L'instrumentation de longue durée, c'est déjà une instrumentation de courte durée, c'est compliqué à sauvegarder, comme le savent ceux qui sont autour de l'audience là, qui sont sur des projets d'instrumentation. Euh, L'instrumentation longue durée, en plus, il faut avoir plein de choses sur les chargements réels de l'ouvrage. En fait, je pense un des soucis qu'on a lorsqu'on commence à regarder de longue durée, c'est mais quelles sont les vraies charges qui sont dans la fondation? Quels sont les vrais les niveaux d'eau? Il faut garder les niveaux d'eau, il faut garder de l'utilisation du bâtiment, des circulations sur une route. Donc, il y a des quantités de choses qui sont liées à la réalité des sollicitations qui sont pas évidentes à mesurer aussi dans la durée. Après, moi, j'en connais pas. Le livre que j'ai signalé de allemand, là, Oliver Rull, qui suit Francfort sur des années. Je me souviens que dans les bâtiments les immeubles de Francfort, il était prévu des instrumentations de longue durée. Et j'imagine que dans son bouquin, on doit trouver des éléments là-dessus. Mais je l'ai pas regardé ce livre. Et donc, ça m'a donné envie de l'acheter, de le découvrir à l'occasion de préparation de ce séminaire. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question, Sabrina? Voilà. Nicolas, peut-être sur l'interaction sur le structure. Moi, alors, c'est Alors, Nicolas, effectivement. oui, il y avait donc, un quand je sujet du disais coup sur sur les le comptes comportement sismiques, sismique oui, des fondations mixtes. on n'a pas abordé ici. Effectivement, il y a beaucoup, dans de nombreux projets en zone sismique, on utilise des fondations mixtes. Donc ça, c'est. Après, le tout, effectivement, moi, je pense que ça reste quand même la caractérisation des sols en termes de déformation. Et puis les lois des comportements qu'on va utiliser derrière, mais effectivement, c'est une solution qui est souvent adoptée dans les zones des fortes activités sismiques. Tout à fait. Et le logiciel SASSI, effectivement, il utilise, je n'ai pas vraiment beaucoup utilisé, mais quelques d'autres reprises que j'ai utilisées, effectivement, il y a beaucoup de facilité dans la modélisation des fondations mixtes. Donc, Qu'on veut oui. dire là-dessus, c'est qu'en fait, c'est un calcul. Ah, c'est pas les mêmes paramètres de sol, suivant ce qu'on regarde. Et dans le Oui, sismique, on va prendre oui, d'autres oui. paramètres de sol. Donc, par rapport à la présentation de Nicolas, qui était de dire, quand je fais un calcul aux éléments finis, bah, c'est d'abord quelle question est posée et je prends des paramètres ou des choix de modélisation en fonction de la question posée. Bah, effectivement,
il y a le sismique qui est une question différente des questions de tassement qu'on a beaucoup et fort dans la structure permanente qu'on a vu précédemment. Sur l'étendue, donc la question de M. Long, la question sur l'étendue du modèle en éléments finis, alors ça dépend. Quand on fait des calculs couplés, ce qui était le cas hydromécanique, il faut savoir que dans un calcul couplé, alors, quand on découple, donc en fait couplé, ça veut dire qu'au bout d'un moment, les éléments finis ils vont découpler dans la case du modèle intrinsèque, on va découpler. Hein, voilà, il y a la partie hydraulique qui est calculée, la partie mécanique, et puis on met tous ensemble. La partie hydraulique, en fait, elle a besoin d'étendue assez importante du maillage parce qu'il y a des gradients, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Donc, l'étendue d'un maillage pour un calcul mécanique n'est pas du tout le même que l'étendue d'un maillage pour le même ouvrage. Je parle si on s'intéresse à un problème hydraulique. Donc, en fait, il faut faire voilà, il faut trouver le bon le milieu entre la bonne solution entre ces deux aspects. Il nous arrive souvent, quand on fait de la modélisation, ben, on voit que ça touche les bords et que c'est pas bien, ben, c'est pas grave, on refait le maillage. Donc, c'est aussi un peu la pratique de la construction des maillages qui fait qu'on est globalement, dans plein de livres, on peut se dire qu'il y a des recommandations sur il faut aller 2-3 fois plus en profondeur que la longueur des pieux, éventuellement, ou des côtés, ça dépend. Ça dépend. Donc, on a un radier, donc on peut aller jusqu'à 6, 8, 10 fois le radier, ça dépend. Ça dépend. Evan, il y avait des questions aussi pour ta présentation. Peut-on dire qu'aujourd'hui, les inclusions rigides ont remplacé les fondations mixtes? Quels sont les avantages des fondations mixtes par rapport aux inclusions rigides? Je pense que les deux concepts, on ne peut pas dire que l'inclusion rigide peut remplacer les fondations mixtes. Effectivement, c'est la pratique française qu'on ne fait pas de fondation mixte, on fait beaucoup d'inclusion rigide, mais les deux domaines sont très différents. L'inclusion rigide, c'est le renforcement de zones. On peut réduire un peu, on veut dire qu'on peut réduire de tassement, mais à certaines ampleurs. Mais si on veut vraiment réduire le tassement important, il faut des fondations sur pieux. Et puis à partir de fondations sur pieux, on voit si on peut optimiser les pieux pour fondation mixte. Le travail mécanique n'est pas du tout le même. Même si on Oui. est même sur une charge parfaitement verticale, centrée, faut-il encore trouver cette charge parfaitement centrée sur le radier et sur là. Alors, le travail mécanique n'est pas du tout parfait. Et les liaisons, j'avais vu, il me semble, passer une question. Alors, si j'avance un peu, je suis désolé, mais j'ai vu passer aussi une question. Est-ce qu'il y a une liaison? Oui, il y a une liaison. On passe des barres de fer entre les pieux et le radier. Donc, la liaison est parfaitement complète. C'est vraiment que la fondation sur pieux et on considère le sol. Ce qui est intéressant dans la liaison aussi, dans le ferraillage, c'est de se dire, parce que les liaisons entre pieux et structure, il y a deux façons de le lire. Il y a une façon, j'ai un CCTP, je fais ce qui est le ferrage minimum du CCTP, Ouais. et puis il y a, je calcule des efforts qui passent réellement là-dedans, dans le pieux, dans ma connexion, et je fais mon ferrage en fonction de ces efforts. L'approche fondation mixte a l'avantage de pousser à calculer des efforts. Il y a des efforts parasites éventuellement, enfin, des sortes de choses, mais on pousse à calculer des efforts et donc on a un regard plus un regard d'ingénieur sur le dimensionnement de cette connexion. Et pour répondre à la deuxième question, à partir de quel moment on dit que la contribution de radier est négligeable? Et donc, je vous invite de voir dans la présentation, je vous ai présenté un peu à bout de tableaux qu'on a fait, c'est qu'avec le saune mou, par exemple, dans l'exemple qu'on a fait, on peut avoir quelques pourcents de contribution du saune. Donc, si c'est négligeable, donc c'est pas la peine. Donc, par contre, si c'est 20%, et par contre, 20%, peut-être intéressant, ou 30-40%, c'est intéressant, mais si ça concerne que 3 ou 4 pieux, peut-être ça ne vaut pas le coup à voir. Mais si c'est le 20% ou même 15% à des centaines de pieux, là, ça vaut le coup de garder. Alors, on avait une autre question, du coup, savoir s'il y avait des incompatibilités entre certains types de sols et la solution fondation mixte.
Ça fait partie de le premier slide que j'ai présenté. Les conditions sont favorables et sont défavorables. Effectivement, le sujet, après on arrive dans l'argile plastique, Nicolas il montrait le côté sol très, très mou, fluage. Argile plastique, la question de l'argile plastique, bah oui, s'il y a de l'argile plastique, il faut, en tenir compte dans le dimensionnement, s'il y a des pressions de ce type-là. Mais c'est pas, à nouveau, je reviens sur ma remarque initiale, on est en train de faire de la géotechnique. Donc tout ça, ça fait partie, c'est du vrai sol. Donc il faut comprendre le sol qu'on a entre nos mains pour pouvoir dimensionner. Ce n'est pas juste un module Young à mettre dans un calcul aux éléments finis. La solution, ce que tu dis, Serge, c'est très intéressant. On est géotechnicien, donc effectivement, on choisit une solution au début. Il se peut même qu'au fil du projet, ça ne marche pas. Donc, il faudra s'adapter aussi. Parce qu'au bout d'un moment, le sol il va répondre comme il veut et que peut-être on n'a pas fait assez d'investigation, assez de connaissances pour avoir tout le comportement sous la main, tout le comportement du sol. Donc, tout ça, ça reste un peu quand même dans les corps du géotechnicien. C'est à lui de voir ce qu'il faut faire. Il y avait aussi une question sur est-ce qu'il y a un risque de développer des points durs, du coup, sous les radiers? C'est pris en compte dans le calcul. C'est la même question que le ferraillage. En fait, voilà. Oui, effectivement, puisqu'on a. Mais quand tu as une fondation sur pieu, la connexion entre le pieu et la semelle ou le pieu et le radier, c'est un lieu où il y a un transfert d'effort. Alors, je ne sais pas ce que c'est un point dur, mais effectivement, en tout cas, il y a un contraste entre la connexion pieu-semelle, pieu-radier, et puis le radier qui est sur le sol, situé à quelques mètres. Oui, effectivement, ce que c'est le point dur, je ne sais pas. Par contre, il faut savoir qu'on fait des vérifications structurelles aussi. Hein, donc, comme le disent les normes de calcul des pieux ou autres, donc on va vérifier les contraintes et dans le radier et dans le béton, je veux dire, et dans le radier et dans les pieux. Donc, tout ça, au bout d'un moment, c'est limité. Sinon, c'est pas bon, c'est pas normal, c'est pas bon ce qu'on fait. Je reviens à mon exemple, par exemple, de logistique, d'anthropologistique. Il y a un nombre de vérifications structurelles qui est énorme, parce qu'en fait, les racks, ils vont être chargés au cours de l'exploitation de l'ouvrage. On n'est pas du tout dans des chargements uniformes qu'on a pu nous présenter dans un certain nombre d'exemples simplifiés. On est dans des cas de charge qui sont multiples, selon l'exploitation. D'ailleurs, c'est l'exploitant qui définit ces cas de charge des racks. Et tous ces cas de charge, ils peuvent amener à voir des choses très, très asymétriques sur les fondations. Et évidemment, comme le signalait Nicolas, ça doit être, c'est les cas de charge qui doivent être vérifiés et qui font que les efforts ne sont pas tous centrés, verticaux et idéaux. Et j'ajoute, en fait, le mot point dur, souvent, on utilise souvent quand c'est quelque chose sous un radier et imprévu. Par contre, là, ici, dans notre conception Fondation MIC, c'est prévu, c'est conçu comme ça. Donc, les pieux sont plus raides que le radier, c'est normal. Et donc, tout le travail d'ingénieur pour le calcul, c'est de tenir compte l'effet de relatif entre le raideur du pieu et le repère du sol. Mais ce contact-là, quand on fait une fondation classique ou dimensionnée de façon classique, hein, même si elle est mixte, mais dimensionnée de façon classique, il existe ce contact. Et il crée des efforts dans le radier ou dans la semelle. Donc, le fait de calculer en fondation mixte n'augmente pas ce supposé point dur, si on l'appelle ainsi. Très bien. Il y a 2 questions qui sont arrivées après. Van, juste, est-ce que pour la réduction des tassements, est-ce qu'il faut que l'effort dans les pieux soit inférieur à la charge de fluage? Et donc, comme je veux dire que dans le cas, il y a 2 concepts. Est-ce qu'on a besoin d'un radier? On a un radier, on a besoin de quelques pieux. Et donc, dans ce cas, on peut pousser très loin. Dans le cas d'exemple des Suédois et des Anglais, on peut dire qu'il s'appelle des creeping pies. Ça veut dire que ça peut dépasser la charge de fluidage. Mais ces pieux-là, ils sont vraiment pour le déplacement. Par contre, dans les autres concepts, c'est qu'on a principalement des pieux et puis on réduire les nombres de pieux et participer les pieux. Et voilà, on a besoin de maîtrise de tassement et donc le comportement élastoplastique. Donc, voilà, oui, il faut inférieur charge de fluidage. Très bien.
Et du coup, la dernière question, je pense que tu as déjà répondu pour savoir comment se fait le choix de conception et la répartition entre le radier et les pieux. Du coup, enfin, je pense que c'est ce que tu as dit, où ça dépend du coup de la raideur entre chaque et puis du type de sol. Sur les charges de fluage, moi, je ne sais pas trop comment un pieu dans la durée, il peut prendre plus que ses charges de fluage, hein. Mais, donc, je pense que c'est... Maintenant, il y a une chose qui est différente entre la charge de fluage calculée et la charge de fluage réelle. Et c'est là qu'entre le débat, parce que dans tout ce qu'on regarde là, il y a pas mal de... voilà, on a des charges dimensionnées, on a des résistances dimensionnées, et le comportement de la réalité de l'ouvrage, il peut être un peu différent parce que la réalité du comportement n'est pas exactement comme dimensionnée. Donc, on a besoin aussi dans les conceptions, et c'est pour ça qu'on a toute une approche avec des facteurs partiels, etc., de tenir compte de ces incertitudes. En tout cas, un pieu qui a sa charge de fluage, il a tendance à quand même se déplacer dans le temps et peut se stabiliser. Eh bien, je vous propose qu'on termine sur ces belles paroles de Serge. On vous remercie pour votre attention. Merci à nouveau à vous trois pour ces présentations. Et puis, on vous souhaite un bon appétit et à la prochaine fois. C'est tous. Merci, bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous.